La politique est-elle corrompue? On en parle dans un instant à Prise de parole. Prise de parole avec Mario Duguay. Donc, la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est la politique est-elle corrompue? Ça a l'air cru pas mal comme question. On va y aller doucement là-dedans. On a des gens qui se côtoient sur la colline parlementaire, des gens des médias qui, nous le verrons peut-être, alimentent à l'occasion la corruption au niveau politique. On a aussi des gens, des députés qui sont avec nous. On va les rencontrer, nos invités ce soir. Michel Vastel, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Eddy Média. C'est ça. Et vous êtes journaliste, donc on va faire le tour, rencontrer les autres invités, puis on reviendra pour le côté média. Don Boudria, bonjour. Bonjour. Vous êtes député pour le comté Glengarry, Prescott, Russell. Les comtés, je devrais dire. Hein? C'est un grand comté, si on veut. Bonjour. Monsieur Rochelot, Gilles Rochelot, du Bloc québécois. Et on a Michel Gratton aussi avec nous, qui est avec le journal The Ottawa Sun. Et bon, en tout cas, tous ici ont certainement quelque chose à dire. Je vais tout de suite me tourner vers vous, M. Boudria. La politique, vous avez commencé ça il y a quand même plusieurs années et j'imagine que vos intentions en partant étaient, comme la plupart des politiciens, du moins j'ose le croire, des plus pures. J'espère qu'elles le sont toujours. J'en doute, je ne doute pas de vos intentions, mais lorsque vous êtes lancé là-dedans, est-ce que n'avez-vous pas été peut-être désillusionné par la scène politique comme telle? Non. Du tout. Il y a 17 ans que je suis en politique active et je ne suis pas déçu parce que je vois, au contraire, je pense toujours que la plupart des gens qui sont en office public sont des gens honnêtes, qui cherchent à faire de leur mieux pour le bien de la population canadienne. Toutefois, dans un panier de pommes, il y en a parfois des pommes qui sont moins bonnes que les autres. Et il s'agit de les enlever du panier le plus rapidement possible et d'exposer le fait qu'il y a une pomme qui n'est pas bonne lorsqu'il y en a une. Et pas d'en inventer lorsqu'il n'y en a pas non plus. Et c'est comme ça qu'on garde le système intègre et qu'on doit faire tous en sorte que le système se garde le meilleur. D'ailleurs, c'est le rôle des médias aussi, bien sûr, d'agir de la bonne façon, mais de ne pas cacher les choses lorsqu'il y a des activités qui se passent qui ne sont pas conformes à la bonne moralité publique. Monsieur Rochelot, Monsieur Boudria ici parle de pommes pourries qu'on veut déloger, tout ça, quand on les voit, tout ça, mais le système, il est plus gros que ça. Il me semble que ce n'est pas individu à individu. Il s'est établi une grosse machine. La politique, ça ne s'arrête pas, selon moi, aux gens qui siègent au Parlement, etc. Ça me donne l'impression que le côté, l'industrie, le commerce, tout ça, ils sont interreliés avec ça. C'est pas facile de déloger quelqu'un, il me semble, qui est désiré par l'industrie. Bien, il faut dire que moi, j'ai reconquis ma liberté en joignant le Bloc québécois, qui est un parti souverainiste au Québec. Et pour moi, le député, à sa base, c'est un marchand d'illusions. Un marchand d'illusions dans le sens qu'un député se fait élire par sa collectivité, par ses commettants, pour les servir, pour améliorer, avec une vision, avec des défis, des objectifs. Et une fois recoupé à l'intérieur d'un caucus de partis, c'est que c'est tous pour un pour tous. C'est-à-dire que quand il y a une décision qui se prend, bien, les valeurs personnelles doivent plier à la conscience du parti qui a décidé. Et ça, je trouve ça drôlement difficile, je trouve ça dur à digérer. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté, d'ailleurs, le Parti libéral du Canada le 23 juin 1990, parce que je n'aurais pas demandé à M. Chrétien de quitter dans le temps,
je n'étais pas satisfait de la nouvelle direction, alors j'ai quitté. Mais c'est là que j'ai reconquis ma liberté et je dis que le système actuel, la structure politique actuelle au Canada, elle est fausse à la base. Ce n'est pas le nombre de députés qui représentent l'ensemble canadien qui est important, c'est la liberté, la conscience personnelle de chacun à l'intérieur des formations politiques où le député aurait normalement le droit de dire quelque chose, de véhiculer quelque chose et de ne pas être mis à la porte de son caucus s'il va contre son gouvernement ou s'il va contre son parti. Quand M. Boudria nous parle de pureté, on est toujours beaucoup plus pur dans l'opposition, vous savez, que quand on est au pouvoir, parce qu'au pouvoir, il y a toutes sortes de petites combines, des subventions qui se donnent à gauche, à droite, en récompense de participation à une campagne de financement et tout ça. On voit dans les partis traditionnels, là, le Parti conservateur vient de récolter des millions de dollars pour la prochaine campagne électorale. Les libéraux sont en dette. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir au cours des 10 dernières années. Ils ont épuisé leurs fonds. Et ça, c'est un très mauvais système qui dépend de fonctionnement, de caisses électorales en provenance des gros bonnets, de ceux qui dirigent réellement en arrière-scène. Et ça, c'est grave. M. Boudria, je ne sais pas, là. Bien, je ne suis certainement pas d'accord. Premièrement, si pour faire la part des choses, en 1984, lorsque les libéraux ont quitté le pouvoir, le parti n'avait pas d'argent à ce moment-là. C'est pas qu'on ait épuisé notre caisse électorale. On n'en a jamais eu de fonds. On n'est pas un parti riche. Quelles sont les causes de ça? Il y en a peut-être plusieurs. Du fait que le Parti libéral, traditionnellement, n'est pas un parti qui s'est orienté vers soit la plus grande entreprise et ni de l'autre côté les grands syndicats avec monsieur et madame, un peu tout le monde dans le milieu ou au centre. C'est pas là où étaient les gros bailleurs de fonds. Ça l'a toujours demeuré, un parti de ce groupe-là. Je dis pas ça pour faire les éloges de notre parti, bien que je pourrais le faire, mais je dis ça pour établir le contexte là où nous nous trouvons. Et nous nous trouvons parmi un groupe qui, traditionnellement, ne sont pas les plus riches dans la société. On n'est pas un parti pauvre non plus. On a tous les fonds nécessaires pour la prochaine campagne. Dans ma circonscription, en tout cas, il y en a amplement. Et c'est tout du fundraising qui s'est fait à la base. Des gens qui viennent à mon souper bénéfice annuel, mon pique-nique, etc., le souper de spaghettis qu'on fait pour les électeurs et tout le reste. C'est pas de la corruption, ça. C'est seulement le peuple qui contribue envers la formation politique de son choix. Maintenant, l'autre dossier qu'a soulevé M. Rochelot tantôt, c'est à l'effet que la solidarité à l'intérieur du caucus, que c'était en soi-même restrictif, si on veut. Destructif, quelque chose du genre. Je disais restrictif. Restrictif, peut-être un peu les deux, mais faut quand même pas exagérer non plus, là. Vous savez, dans un système où il existe à peu près pas de discipline de parti, je prends par exemple les États-Unis d'Amérique, regardez l'influence des lobbyistes dans un système de cette façon-là. Il s'établit une autre sorte de discipline et des fois, elle est pire que celle qui existe par les gens qui sont d'une formation politique semblable, ayant de l'influence les uns sur les autres. Monsieur Vastel, vous côtoyez ces gens-là de la politique depuis quand même belle lurette. Là, je ne veux pas de fait là, particulier, mais vous avez dû en voir des vertes et des pommures là-dedans. Bien sûr. Et vous savez, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui disait le pouvoir corrompt, mais l'absence de pouvoir corrompt encore plus. Alors, ce qui ne met pas bien les partis d'opposition. En fait, on peut dire, par exemple, pour aller au parti le plus pur, le plus intègre, le parti néo-démocrate, par exemple, dans une certaine mesure, lui aussi est corrompu, dans la mesure où, pour moi, la corruption de la politique, c'est que l'influence, ça s'achète. Alors que ce soit une grande centrale syndicale ou une grande entreprise ou une banque, c'est la même chose. C'est que, finalement, l'accès au pouvoir, l'influence sur le pouvoir politique, ça s'achète et ça se paye le gros prix. Ceci dit, les conservateurs, ils ont eu de très gros problèmes parce que, dans le fond, surtout les conservateurs de Brad Mulroney, ça pourrait changer avec Mme Campbell, qui est plutôt une intellectuelle, comme Pierre Trudeau l'était d'ailleurs,
M. Mulroney a amené une culture de chef d'entreprise en politique. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire dans les affaires. Par exemple, négocier vos sous-contrats, demander une ristourne à vos sous-contractants, etc. C'est des choses qui se font couramment. En politique, évidemment, ça ne se fait pas. Et au début, en 85, 86, les conservateurs se sont fait prendre la main dans le sac dans toutes sortes d'histoires qui étaient tout simplement... Eux ne voyaient même pas ce qui était contraire à la morale publique, tout simplement parce qu'ils étaient habitués à faire ça dans leurs entreprises. Et ils ont fait la même chose. Ils ont cru que comme ministre, et donc comme chef de cette entreprise qui est tel ou tel ministère, ils avaient le droit de tout faire. Donc c'est un peu ça la corruption, mais je veux quand même préciser que le mot corruption est très fort. Disons que c'est une perversion de la politique, mais bien souvent, il y a de la corruption qui est... disons, je ne voudrais pas que les gens croient que ça a un caractère criminel la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est une perversion désagréable parce que les groupes d'intérêts qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas organisés, que ce soit toutes sortes de groupes, je ne sais pas moi, ceux qui luttent contre la pauvreté, ceux qui défendent la violence faite aux enfants, enfin toutes sortes de choses. Tous ces groupes-là n'ont pas d'argent et eux ont moins d'influence sur le pouvoir à cause de ça. M. Gratton, vous avez été près de M. Mulroney aussi longtemps. 3 ans. 3 ans, oui, c'est quand même assez longtemps pour voir toutes sortes de choses, pas nécessairement chez lui, mais partout de là où vous étiez. Puis vous continuez à côtoyer les journalistes aussi. Votre avis là-dessus, encore là? Oui, absolument. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai passé à peu près les pires années du régime Mulroney quand ça vient à la corruption telle qu'on le comprend là, dans le sens criminel du mot. Ceci étant dit, je voulais juste dire que c'est toute une question de degré. Si on parle de la question que vous posez au départ, si on pense que d'avoir des ministres et des mandarins de la bureaucratie qui se promènent en limousine, des généraux de l'armée, des premiers ministres, des gouverneurs généraux qui ont des jets à leur disposition, c'est de la corruption, ben, à ce moment-là, le régime est pourri, c'est sûr. Si on parle de patronage, évidemment, on peut dire ben, c'est pas correct dans un sens pur du terme de dire ben, qu'un parti politique arrive au pouvoir et tout à coup, c'est les gens qui ont aidé à ce parti politique-là à se faire élire qui ont des contrats. C'est évidemment des gens du parti politique qui ont des contrats de publicité surtout, tout ça. Alors ça, dans un sens absolu, c'est corrompu, peut-être. Mais c'est entré aussi dans nos mœurs politiques. Et on n'a pas encore fait la part des choses au Canada, à savoir, comme décision de société, si on veut vraiment se débarrasser de ça, parce que je suis tellement d'accord avec M. Rochelot, peut-être pour une des rares fois, mais ça fait des années que je dis ça, c'est le système, finalement, qui encourage ce genre de choses-là. Quand on arrive au niveau de la criminalité comme telle, Michel Vastel disait, les actes criminels, finalement, il n'y en a pas beaucoup. On a quand même beaucoup de restreintes et des codes d'éthique. Et je sais que Mulroney, malgré ses tendances naturelles à dire ben, les libéraux ont fait ça, on va le faire nous autres aussi, et je vais aider mes chums, et tout ça. Malgré ça, il était terrorisé à l'idée qu'un de ses gars se fasse prendre avec la main dans le sac, et il n'aimait pas ça du tout. Alors, il gardait quand même un œil assez sévère là-dessus, et il essayait de faire ce que Roch Lassalle appelait du bon patronage. Maintenant, ceci étant dit, il y a aussi en Chambre des communes des chiens de garde, comme les deux députés qu'on a ici aujourd'hui, et qui sont très efficaces pour embarrasser le gouvernement, surtout au cours de la période de questions. Je pense que M. Boudria s'est fait toute une réputation avec ça, d'ailleurs nationale. Et alors, ceci étant dit, oui, le système comme tel pousse à ce que Michel appelle une perversion de la politique. Moi, c'est un système que je trouve absolument ridicule. Et je ne suis pas d'accord avec l'argument qui est toujours amené que ce serait les lobbyistes qui influenceraient les députés, par exemple, si un député était élu vraiment au vote par son comté, par sa circonscription, alors que le premier ministre, quel qu'il soit, serait élu directement par la population. Moi, je ne vois pas le problème là-dedans, parce que présentement, c'est fou le pouvoir qu'un premier ministre peut avoir. D'abord, il contrôle son caucus avec toutes sortes de cadeaux qu'il peut donner à un et à l'autre. Et puis, alors, ça fait un paquet de gens en Chambre des communes qui sont élus avec un seul gars qui pense, finalement. Et personne, les autres ne peuvent pas penser pour eux-mêmes. Ils peuvent le faire à l'intérieur du caucus, mais il est très rare qu'ils gagnent sur le cabinet ou sur le premier ministre en particulier.
L'idée du sujet là, qui nous réunit, c'est parti de témoignages qu'on entend assez souvent dans nos vies. Là. « Ah oui, oui, on sait bien, la politique, c'est arrangé, c'est tout croche, des choses comme ça. » Mais est-ce qu'on ne met peut-être pas, M. Rochelot, un peu trop de pression sur nos politiciens? Je veux dire, en quelque part, je parle de la population qui élit les politiciens, là, ils ont un travail à faire, mais j'ai l'impression que à la base, tout le monde part avec une bonne intention de faire un bon travail, puis de servir tout le monde, et puis avec le meilleur de son jugement. Maintenant, c'est ça, je me demande, est-ce qu'on ne met pas une trop grosse pression? On vous surveille bien plus qu'on va surveiller notre plombier ou quelque chose comme ça? Bien, en partant de la prémisse que tout le monde vient au monde honnête, c'est juste le temps qui fait en sorte que des gens développent des habitudes qui sont peut-être un peu moins honnêtes. C'est vrai qu'on est très exigeant pour le politicien ou la politicienne ou la personne qui est élue. Voilà. C'est vrai aussi que la moindre petite coche qu'un politicien ou une politicienne en poste va faire, le lendemain, c'est tout de suite là, dans les journaux, c'est à la télévision, et on met l'accent là-dessus. Alors qu'il y a des milliers de personnes à tous les jours qui passent devant les tribunaux, le politicien, lui, quand il fait une petite coche, immédiatement, sa vie privée, elle est éclaboussée dans la population. Par contre, quand on procède avec la justice et que le politicien est reconnu non coupable, on appelle un petit entrefilet pour dire, bon, bien, on a fait erreur. Ça, c'est peut-être un aspect qui est malheureux, parce que moi, je pense réellement que les gens qui se présentent en politique sont là, premièrement, pour servir la collectivité. Sont là parce qu'ils veulent le mieux-être de leur population, de leur environnement, des gens qui mettent leur confiance dans ces personnes-là. C'est évident, comme M. Boudriot disait tantôt, il y a toujours des pommes pourries. On a actuellement, devant les tribunaux, plusieurs députés qui sont en attente d'un jugement quelconque. Ça, je trouve ça un peu malheureux aussi qu'on attende toujours après la prochaine élection pour que finalement les jugements sortent. Rappelons-nous du cas du député de Gamelin dans le temps, député Gravel, avec le centre palais, pas le palais des congrès, mais le musée de la civilisation. Il avait fait des sommes d'argent en pots de vin. Mais imaginez-vous ce que ça a coûté, ces pots de vin-là, aux contribuables canadiens, en contrat additionnel, en sous-contrat, en sous-traitance et tout ça. C'est là. C'est pas souvent le petit 5 000 $ que le député va aller chercher dans un pot de vin qui n'est pas acceptable. Mais ça a coûté quoi, ce petit 5 000 $-là, en surplus au contrat qui est donné à un entrepreneur? Et ça, je trouve ça, moi, inacceptable à sa base. M. Rochelot vient d'aborder un bon point, là. Il y a eu des délais dans le passé, dans deux cas, qui, moi, en tout cas, m'ont tracassé beaucoup. Là. Il y en a énuméré un, il y en a un autre, le cas Grisé, où à peu près tout le monde connaissait le dossier au milieu de la campagne de 88. Personne n'en a parlé, et au lendemain de l'élection, tout a sauté, quelques semaines près de l'élection. Ça c'était dommage. Mais bien sûr, on parle toujours d'un petit nom. Il ne faut pas non plus généraliser. Bon, et même moi, qui est parlementaire d'opposition, je n'oserais certainement pas dire que M. Mulroney était foncièrement un homme malhonnête. Je ne dirais rien du genre. Je ne le pense pas non plus. Il y a deux choses, par exemple. Lorsqu'on parle du degré d'imputabilité de la personnalité politique, je pense qu'on doit faire la part dans deux dossiers différents. En ce qui a trait au travail du parlementaire, on doit toujours répondre aux questions. Les médias doivent nous questionner, c'est notre rôle de répondre, c'est notre rôle d'être redevable à la population. Là où on prend une mauvaise tangente des fois, c'est sur des dossiers qui n'ont rien à faire avec la politique. Je prends le fameux cas Gary Hart aux États-Unis. Qu'est-ce que ça devrait faire à la population d'un pays ou d'un endroit qu'un candidat ait décidé à un moment donné de coucher ailleurs? Bon, pas besoin d'aller loin. Franchement, on parle de marijuana tout dernièrement, là, dans le cas de la chefferie. Mais dans le cas de marijuana, c'est un petit peu différent parce qu'on parle d'une activité qui est encore au moins à l'intérieur du code criminel. Dans le cas de d'autres activités, des choses de mœurs, ces choses-là, bien des fois, on parle de choses qui n'ont absolument rien à faire avec la loi. Et si ça n'a rien à faire avec la loi, ni
la possibilité ou l'inverse de la personne d'accomplir cette tâche de parlementaire ou de haut fonctionnaire, selon le cas, là, bien, je pense qu'à ce moment-là, on devrait regarder ça de nouvel œil et dire, écoutez, ça n'a pas d'affaire avec le rôle public, donc n'en parlons plus. Mais vous ne pensez pas que les dépenses de M. et Mme Mulroney, par exemple, au 24 Sussex, ça entre dans cette catégorie-là un peu? Ça dépend. Les dépenses privées... Bien, les dépenses privées, je pense que la plupart des dépenses ont été payées par le Parti conservateur du Canada ou par eux-mêmes. Mais sauf que, en fait, ça reste un monument historique et ça reste une maison qui appartient au peuple canadien. Mulroney ne l'a plus, cette maison-là. Il ne reste plus là. Ça dépend de quel dossier on parle. Si on parle de ses dépenses personnelles, là, non, ce n'est pas l'affaire de on personne. On parle de quelqu'un qui a vécu là pendant 9 ans, qui a fait aménager la maison. Vous avez soulevé ça en Chambre des communes combien de fois, vous? Ce n'était pas les dépenses personnelles. C'était le contrat de Giovanni Mowinkle, qui était bien sûr à l'embauche des travaux publics Canada. Le contrat de Giovanni Mowinkle? À l'époque, ça vous préoccupait personnellement? Son bien-être à lui? Non, c'est pas ça le point. Bon, OK. Bon, c'est quoi le point? Là, c'est parce que vous parlez de choses que... Vous me dites, on n'a pas le droit de toucher à certaines choses. Mais ça, moi, quant à moi, je trouve ça borderline, un cas comme celui-là. Et je sais que vous l'avez suivi en Chambre des communes. On parle d'un contrat du ministère des Travaux publics. Vous ne vous souvenez peut-être plus du dossier. C'est le payeur de taxes canadien qui avait payé dans le cas. Je ne parle pas des dépenses personnelles de M. Mulroney, ni celles du Parti conservateur. Le contrat en question que j'avais soulevé était une question à l'ordre du jour de la Chambre. Souvenez-vous, je vais vous en rappeler, vous en souviendrez. On parlait du contrat de M. Mowinkle. Le ministre des Travaux publics a dit à l'ordre du jour de la Chambre, il n'y en a pas eu de contrat. Il s'est rétracté plus tard et a présenté ses excuses à la Chambre pour avoir fait des déclarations qui étaient fausses parce qu'en fait, le ministère l'avait embauché pour faire les travaux ou pour faire le design des travaux de la garde-robe. C'est si important que ça, cette histoire-là, pour vous? Si c'est le payeur de taxes qui paye, oui, c'est important. Oui, OK. Bon, M. Restel, il a ajouté quelque chose. Oui, moi, ça m'avise tous les débats sur les dépenses personnelles de... Non, pas personnelles, mais même toutes les dépenses... D'abord, tout le monde sait que le ministère des Travaux publics, c'est le ministère qui est le plus mal foutu, le plus incompétent dans cette capitale. Deuxièmement, tout le monde sait, pour ceux qui ont été, que le premier ministre du Canada vit dans un véritable shack. Quand il est arrivé là, le toit coulait, parce que Trudeau ne l'avait jamais fait réparer. Je veux dire, donc, qu'on ait fait des débats là-dessus, ça m'amuse un petit peu. Mais je veux revenir sur ce que M. Boudria disait. M. Boudria disait, M. Mulroney, je ne pense pas qu'il soit corrompu. Malhonnête. Ni malhonnête. Ben moi, je regrette, je pense qu'il est fondamentalement perverti et que c'est lui qui a créé le gros problème. Quand il est arrivé, souvenez-vous, quand il a dit il n'y aura pas un seul libéral ni néo-démocrate de nommé au Sénat tant qu'il y aura encore un conservateur vivant qui n'aura pas eu sa propre job. Le message que M. Mulroney, ça c'est très grave, et il devra emporter une responsabilité devant l'histoire. Le message que M. Mulroney a envoyé à toute la structure bureaucratique et politique, c'est qu'on est au pouvoir pour récompenser ses amis. Et le sens du devoir d'État, on l'a complètement perdu. Écoutez, c'est rendu que quand M. Mulroney partait, il y a quelques semaines, là, quand il prenait sa retraite, c'est tout juste s'il ne s'attendait pas à ce que le gouverneur général du Canada, qui est le chef de l'État, lui dise merci pour l'avoir nommé Harry Laurel. Alors, et ça, je pense que c'est une perversion très grave que M. Mulroney a introduite dans le système et qui est profondément immorale, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire contraire à l'éthique publique. M. Mulroney a eu tendance à traiter le pouvoir comme sa chose à lui. Et ça, donc, c'est évident, je suis sûr qu'il ne s'est pas mis d'argent dans ses poches, il n'a rien fait de mal, sauf qu'il a comme, encore une fois, perverti toute cette notion du devoir d'État. C'est un peu un manque de jugement. Ouais. C'est plus qu'un manque de jugement, c'est une conception qu'on est là pour récompenser ses amis. M. Trudeau était un peu le même, vers la fin de son mandat. Ça faisait 16 ans qu'il était là, et pour M. Trudeau, le pouvoir lui appartenait, puis ça servait à récompenser. Il avait dit ça dans sa campagne au leadership Mulroney. Oui. Et là, il faut comprendre la mentalité d'un conservateur du Québec. C'était lui le token conservateur du Québec pendant les années de vaches mortes, là, qui ont duré très, très longtemps. Finalement, il y avait seulement un député en 1980. Alors, pour un conservateur du Québec, tous les moyens sont bons pour gagner. Et à ce moment-là, quand c'était la campagne au leadership du Parti conservateur, c'est là qu'il rencontrait des délégués, comme on avait
en fin de semaine avec le Congrès conservateur des délégués pour se faire élire d'abord chef du Parti conservateur. Une fois rendu là, il s'attendait à ce que tout le monde dise « Bon, ça, c'était pour se faire élire, on va oublier ça. Là, il y a d'autres moyens à prendre pour gagner. Ça ne marche pas comme ça. » Alors, il a créé, Michel a raison, et il a créé une espèce de... une image autour une perception qui est devenue, qui a touché à tout ce qu'il a fait à l'avenir, à la suite de ça. Et ça a commencé avec des petites choses comme ça, et puis ça a culminé finalement avec son impopularité record des dernières années, où les gens, peu importe ce qu'il faisait, ne pouvaient tout simplement lui faire confiance. Bon. Est-ce qu'on a raison d'aller si loin aussi dans la politique, c'est-à-dire jusqu'au chef, là, au premier ministre? Est-ce qu'au niveau municipal, M. Rochelot, vous étiez au municipal à un moment donné, vous avez côtoyé ce milieu-là, je ne veux pas dire M. Rochelot était ministre aussi. Oh oui, non, oui. Je comprends Ministre bien. du patronage. Oui. Et au moment où on me disait, comme M. Vassel disait, que j'étais ministre du patronage, j'avais déposé un projet de loi justement pour éliminer. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale du Québec s'est donné quand même un instrument de base très important qu'on a appelé au Québec Rosalie, qui était un ordinateur qui distribuait légitimement. Il y avait des boules peut-être qui pesaient un peu plus que d'autres dans le choix final, mais c'était une grande amélioration sur le système antérieur. Au niveau municipal, c'est là que j'ai trouvé la politique la plus propre. Dans le sens que le politicien ou la politicienne au niveau municipal, elle est tellement près de son monde. C'est du quotidien, c'est du service quotidien. Et les décisions sont prises par un petit groupe de personnes qui composent un conseil municipal. Et encore là, j'éloigne les partis politiques. Oh, oui. Ouais. Je laisse les conseils municipaux, tous et toutes comme indépendants ou indépendantes dans un conseil municipal. Et c'est là que je trouve qu'il y a encore une pureté au niveau là, de l'adjudication de contrats, au niveau de dépenses, au niveau de ci, de ça, parce que le citoyen est plus apte à venir aux assemblées du conseil et de poser des questions toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Et directement. Alors, quand on s'en va dans un niveau de gouvernement plus important ou dans un parlement plus important, moi, j'ai gravi à Québec, c'était moins pire qu'à Ottawa. Maintenant, rendu à Ottawa ici, quand on parle de dilapider les fonds publics, pour moi, on a simplement qu'à examiner le projet Hibernia, exemple. Hein? Durant la guerre du Golfe, on pensait que le pétrole allait augmenter, allait doubler. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Mais le projet Hibernia continue. Des fonds investis de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars, dont une grande partie payée par les contribuables canadiens. On a eu la collusion du Parti libéral du Canada parce que Terre-Neuve était une province pratiquement entièrement représentée par les libéraux et on voulait à ce moment-là garder ce contrat-là pour faire plaisir aux gens de Terre-Neuve, mais aussi en pensant éventuellement de pouvoir aller chercher des libéraux dans ce coin-là. La même chose est arrivée là, avec les hélicoptères. Contrat de 5 milliards. Pensez-vous qu'il n'y a pas du fric qui rentre actuellement dans les caisses électorales du Parti conservateur? Et quand j'entends M. Chrétien dire qu'il va abolir ce contrat-là, c'est des contrats qui sont donnés. Combien de centaines de millions que ça pourrait coûter pour arrêter maintenant l'adjudication de ces contrats-là? Alors, on sait que M. Chrétien, comme chef de l'opposition, il se permet de dire n'importe quoi actuellement, mais il ment effrontément à la population parce que quand la machine comme ça est partie, c'est parti, ça va se faire. Les hélicoptères, on va les recevoir là, au cours des 5-10 prochaines années. Ces contrats-là, c'est engagé. On a des parties du débat, je pense. On a commencé à oui, savoir vous avez raison, est-ce qu'il y avait de la corruption au niveau municipal, puis on a fini de parler d'un contrat d'Hibernia puis d'hélicoptères. Mais j'ai moi aussi siégé au niveau municipal. J'ai fait 3 mandats au municipal et ensuite un à l'Assemblée législative de l'Ontario, d'ailleurs à peu près en même temps que M. Rochelot était à Québec, pour ensuite me faire élire au niveau fédéral. C'est vrai qu'au niveau municipal, l'élu est beaucoup plus près de la population. À tous les jours, les gens téléphonent à savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu chercher des déchets dans ma rue aujourd'hui, comme c'est la coutume de le faire. Et tout à coup, on va interrompre son heure de dîner pour téléphoner au préposé à ça, pour lui dire qu'est-ce qui est arrivé sur la rue un tel aujourd'hui, on n'a pas fait son travail, etc. Ça se fait tous les jours au niveau municipal.
C'est plus intime, mais ça peut l'être. Finalement. On ne peut pas leur passer des sapins facilement au niveau municipal. Oui, ça se connaît entre eux, ils savent. Vous savez, ben oui, vous savez que M. Rochelot avait un restaurant sur la rue principale à Hull, par exemple. Ça veut dire, on ne pouvait pas faire semblant que ça n'existait pas. C'est ça, les choses sont évidentes. Oh, c'est vrai. les choses sont évidentes. Maintenant, lorsqu'on parle des méga-projets, qu'on parle de Hibernia, qu'on parle des hélicoptères, on peut les aimer ou pas les aimer. Dans le cas des hélicoptères, je l'aime moins, le projet, mais j'ai aucune preuve, moi, qu'il y a eu des gens, par exemple, qui ont reçu des pots de vin. Il y a un dossier qui est associé à ça. Parlons pas de pots de vin, parlons pas de corruption, là, mais peut-être de moralité publique en général. Il doit y avoir plus grande imputabilité, je pense, pour des gens qui sont les lobbyistes, les démarcheurs pour ces contrats-là. Et là, on n'a plus besoin de pots de vin avec les lobbyistes maintenant. Les lobbyistes, ces gens-là qui ont une grande influence dans le moment actuel. Mais c'était là avant, alors autant les mettre sur la carte. On a besoin de projet de loi depuis 1989, j'en souviens des auteurs. D'accord. Et là, on a un rapport devant la Chambre pour le renforcer. Ça, on devrait faire ça pour que les gens puissent savoir. On se rappelle du cas aux États-Unis de la guerre du Golfe, où à Koweït, par exemple, on avait fait l'allégation devant le Congrès américain qu'il y avait des bébés qui avaient été tués dans les incubateurs, tout ça. Quand les rapports sur les lobbyistes sont arrivés plus tard, on a découvert qu'une grande société de lobbying avait été payée, je pense, 3 millions pour faire le lobbying pour Koweït. Cette société-là, on a commencé à fouiller un peu plus loin, les médias, pour découvrir que la dame qui avait été se présenter devant le Congrès pour faire les allégations, c'était la fille de l'ambassadeur. Les allégations en question, il y en a plusieurs qui n'étaient pas vraies, etc. Pourquoi on a fait cette découverte-là? Parce qu'on a su le montant d'argent qui avait été investi dans l'effort de lobbying. On avait ensuite fait des enquêtes grâce à ces renseignements-là et ça avait rendu le système plus imputable. On doit au Canada se doter d'outils semblables, comme par exemple déclarer les honoraires et les déboursés des gens qui font du lobbying. La transparence. Oui, exactement. Mais ça changera quoi? Ça changera quoi, dans le fond? Vous savez, si vous êtes au pouvoir à la prochaine élection, vous ferez pareil. Il y aura plus de transparence, mais il n'empêche que le problème de fond que soulevait M. Rochelot en disant « j'ai retrouvé mon indépendance », le problème de fond, c'est que ça soit transparent ou pas, vous restez toujours influencé par ceux qui ont l'argent, ceux qui ont l'influence, etc. Alors, dans le fond, votre première motivation comme député, ça devrait être qu'est-ce qui est dans l'intérêt du public, qu'est-ce qui est dans l'intérêt de mes électeurs. J'espère que ça le demeure. Bien, c'est pas vrai, parce que, justement, même si c'est transparent, s'il y a un gros groupe d'influence veut que le gouvernement fasse telle et telle chose, et qu'il en convainc votre parti et votre chef de parti, vous allez faire comme tout le monde. Vous, député de Glengarry, Prescott, Russell, vous allez signer, vous allez voter comme tout le monde. Vous savez, moi, je refuse d'accepter qu'un député n'a pas d'influence. Dans notre système parlementaire, on a le droit, à titre de parlementaire, de dire ce qu'on veut à la Chambre des communes. On ne peut même pas être poursuivi en justice. On peut, par un vote majoritaire à l'intérieur de notre caucus, renverser le gouvernement, mettre le premier ministre à la porte. Ça ne se peut même pas dans le système américain. Allez-vous me dire que ce n'est pas de l'influence? Vous avez été combien d'années au pouvoir, M. Boudria? Toujours à l'opposition. Bon, voilà la différence. Parce qu'au pouvoir, ça ne marche pas de même. On ne peut pas renverser son propre gouvernement. On le fait très rarement parce que c'est suicidaire. Vous demanderez à M. Ray, dans le moment, en Ontario, l'influence que certains de ses parlementaires ont sur lui, puis il a dû pédaler assez rapidement du reculon. Le gouvernement néo-démocrate, c'est une contradiction en soi. Mais ceci étant dit... Mais il y a aussi collusion entre les principaux partis politiques aussi. Quand il y a un bâillon sur une loi, le gouvernement décide d'apposer son bâillon. Bon. Le projet de loi 116 sur les conflits d'intérêts, 5e projet déposé par le gouvernement conservateur depuis qu'il est là, un engagement de M. Mulroney d'avoir une loi sur les conflits d'intérêts pour protéger la députation, les ministres et l'imputabilité, je veux dire, aux hauts fonctionnaires. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est tombé, là. Ça a été noyé, finalement. C'est parti une autre fois. T'sais? Et moi, je dis qu'il y a une certaine collusion de la part des partis d'opposition qui ont joué ce jeu-là. D'ailleurs, je suis allé au comité, M. Boudria. Oui. Laquelle façon j'ai été reçu?
There's a stranger in the house quand je suis rentré. On ne voulait même pas me permettre d'assister. Et j'ai dû dire à M. Blankenhorn que j'étais député, s'il ne s'en souvenait pas. Et j'ai dû dire à M. Blankenhorn que si lui avait l'intention de m'empêcher d'être là, qu'il devrait me sortir lui-même. Et là, on a ri un peu, hein? Mais il demeure pas moins que le projet de loi 116 a foutu le camp et qu'on n'a pratiquement pas entendu parler dans les derniers jours en Chambre. Il n'y a personne là, qui s'est blessé de ça. Et pourtant, le gouvernement aurait pu mettre le bâillon et dire « Nous passons le projet de loi 116, 1, 2, 3, comme ils font habituellement. » Le gouvernement n'est pas capable d'aller plus loin que le projet de loi. Le projet de loi est défectueux. Le projet de loi ne fonctionne pas. M. André le savait lui-même. Il a été rédigé d'une telle façon à ce qu'une personne qui est enregistrée sur un système, parce que c'est un système à deux têtes, là, une personne était enregistrée sur un système et jugée par le juge de l'autre système. Le projet de loi était complètement mal rédigé. On était unanime au comité parlementaire à rapporter le projet de loi à la Chambre et dire au ministre, il ne marche pas ton projet de loi. Il ne fonctionne pas. Amende-le, change-le, modifie-le. Et M. André a tout simplement refusé de faire. Ce qui est intéressant de ces choses-là, quand même, c'est que là, c'est vrai ce que M. Rochelot dit, ces affaires-là, on dirait que ça part, là, puis on fait des grandes promesses, tout à coup, ça disparaît, puis une élection arrive, puis où s'est rendu cette affaire-là? Ah, on va le ramener. Sauf qu'il y a des choses qui sont... Ce qu'il y a de bon en ayant un gouvernement qui a duré presque 10 ans, dans celui-là, et celui qui a précédé le régime Trudeau, qui était vieillissant, finalement, c'est que l'opposition est là pendant longtemps. Il dit beaucoup de choses pendant ce temps-là. Et force le parti qui veut prendre le pouvoir à s'engager quand même à un minimum de réformes. Et c'est comme ça qu'on a eu la loi d'accès à l'information. On ne l'aurait jamais eu. C'est les conservateurs de Joe Clark qui ont amené ça. Ensuite, les libéraux ont été pris pour le passé quand ils sont revenus au pouvoir en 80. Et c'est comme ça qu'on a eu certaines mesures du gouvernement Mulroney aussi. C'est comme ça que Mulroney s'est lui-même retenu sur l'usage de ses avions, peu importe ce qu'on peut dire sur ses voyages internationaux ou quoi que ce soit. Mais alors, dans le même sens, si jamais vous prenez le pouvoir à l'automne, eh bien, vous allez être forcé vous-même par les déclarations que vous avez faites dans l'opposition à faire de gros changements. C'est là qu'on va voir si you can put your money where your mouth is. C'est vrai, c'est vrai. En fait, M. Gratton a raison, c'est que ce changement de parti et le rôle que joue l'opposition justement cet effet bénéfique-là, que plus tard, on devient presque prisonnier de ses propres promesses. Et c'est pas mauvais. Je pense que c'est bon dans le système. C'est bon pour l'équitabilité. Ça reste un système capoté en soi. Mais la mémoire, c'est une faculté qui oublie aussi. L'opposition moi, j'ai lu ça dernièrement dans un recueil que je publiais sur Jean Chrétien. Je suis retourné 30 ans en arrière. Là. Je vous avoue que j'ai hâte de le voir au pouvoir, s'il arrive au pouvoir. Et j'espère que s'il forme un gouvernement, que ça soit minoritaire, pour qu'on puisse le surveiller de très près. J'aimerais m'arrêter pour revenir aux médias, leur rôle dans tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas croire que les médias aussi, bon, ils ont le devoir, je pense que les deux députés ici l'ont dit tout à l'heure, M. Boudria, entre autres, vous avez dit, bon, heureusement, on pouvait compter sur les médias, ou les médias, en tout cas, ont le devoir de voir ces choses-là, les mettre à jour quand il y a des... surtout quand ça tombe dans le criminel. Là, ça va de soi pour n'importe quel, soit quelqu'un en chambre ou non. Mais est-ce qu'on ne pousse pas un peu trop loin aussi, des fois? Bon, aller chercher des riens, puis en faire une nouvelle. Qui va affecter la réputation de telle ou telle personne, la confiance des élus, pas des élus, mais plutôt des contribuables dans leurs élus? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que, effectivement, les médias, peut-être plus au Canada anglais qu'au Québec, d'ailleurs, Michel pourrait commenter là-dessus, puisque lui est au Ottawa-Sun. Je pense que les médias sont parfois mesquins avec les hommes publics. Raconter des choses aussi farfelues que d'accuser le premier ministre de dépenser $1 million pour faire une tournée européenne, ce qui n'est pas vrai, ça n'a pas coûté ça. Ou lui reprocher d'avoir une douche dans son avion, pourquoi pas. Donc, il y a de la mesquinerie. Par contre, et M. Boudria, il faisait allusion tout à l'heure, ou M. Rochelot, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on fait avec la vie privée des politiciens? Et là, moi, je trouve que la ligne qu'il faut tirer à un moment donné, c'est que si la vie privée de l'homme public interfère avec sa performance d'homme public, et on a eu un cas, d'ailleurs, il y a quelques années, d'un ministre qui buvait beaucoup
Et qu'à cause de ça, il manquait des réunions importantes du cabinet. Ah oui, là, je pense qu'il aurait fallu en parler. On n'en a pas parlé, d'ailleurs. Mon directeur du journal disait non, c'est la vie privée. Moi, je pense que ça devenait du domaine public. Mais un cas encore plus intéressant, maintenant, on a une femme première ministre. Et cette femme dit, à cause du style de la presse, etc., évidemment une femme célibataire en plus, je n'aurais pas d'amant à 24 Sussex, ce qui est la résidence officielle du Premier ministre. Pierre Elliott Trudeau, lui, il avait des compagnes avant qu'il ne soit marié, ça choquait personne. Il avait même ce qu'on appelait un living companion, c'était officiel, qui était l'hôtesse quand il y avait des réceptions, et ils n'étaient pas mariés. Bon, ça, on l'acceptait. Que Mme Campbell ait dit ça, je n'aurai pas d'amant tant que je serai première ministre, j'ai trouvé ça troublant. Et anormal, dans une certaine mesure. Pourquoi? Peut-être n'aurait pas dû le dire, n'aurait-elle pas dû le dire, mais aussi, est-ce qu'elle n'a pas pris les devants, sachant que, de toute façon, si jamais elle avait un compagnon qui la visitait à la résidence officielle, ça aurait fait tout un pétard dans une certaine presse anglaise. Donc, je trouve, vous avez raison de soulever la question. Et moi, ça fait longtemps que je dis que la presse devrait faire un examen de conscience. Mais encore une fois, peut-être plus au Canada anglais qu'au Québec. Oui. Michel Gratton, je vais aller à vous. Je veux montrer quelque chose à la caméra. Juste avant le congrès à la chefferie du Parti conservateur dernièrement, dans le téléguide, un téléguide qui est encarté à l'encart dans le journal Le Droit, entre autres, mais plusieurs quotidiens du côté, je crois, québécois, paraissait ceci. C'est avant le congrès à la chefferie. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, là. C'est très démesuré. On dirait qu'on influence visuellement un grand nombre de personnes. Ça dit le chef, puis le chef en voulant dire on choisira le chef, mais le chef à qui on pense quand on regarde ça? On connaît le résultat. Ça n'a probablement pas influencé tant que ça. Peu importe, moi je regarde ça, puis je me dis, qu'est-ce qui arrive avec les médias? Et puis, ça, c'était pas voulu, là. Ça, c'est vraiment... c'était pas calculé parce que vous veniez, là. Mais j'ai vu ça dans le Sun. Puis si on observe ici le nombre de pancartes et tout ça, ce qui domine, selon moi, ici, c'est Charest. Hein? Il y a Kim ici, qu'on voit ici, mais tout le reste... Campbell, officiellement. Oui. Pas moi, mais le Sun, comme journal, non, mais je dis ça, c'est une drôle d'affaire. Il me semble que ça paraît étrange. M. Charest a fait aussi la une de Maclean's. John Crosby a fait la une du Maclean's en 1983, puis il a perdu aussi. Je veux dire, je sais pas, c'est des décisions médiatiques qui finalement ne jouent pas nécessairement en faveur du candidat. C'est très difficile à évaluer ces choses-là. Ceci étant dit, quand on décide de faire une première page avec une photo, on va pas nécessairement en prendre 5-6. On essaie de mettre ce qui va accrocher le plus. Dans le cas d'un téléguide français, c'est ça que vous me montrez. La photo de Jean Charest, j'imagine, était probablement plus attrayante que celle de Mme Campbell. Bon, puis pour revenir à ce que je disais, le rôle des médias, ça s'inscrit dans la même chose, là. Oui. Eh bien, oui, c'est sûr qu'on a un rôle d'exposer tout ça, et c'est sûr que ce que Michel disait sur la presse anglophone est probablement très vrai. Ils accrochent beaucoup plus sur les... mais je pense que c'est une question culturelle aussi, qui vient peut-être de l'éthique protestante, alors que nous autres, on est d'une culture catholique, sans vouloir dire que je suis catholique, qui nous dit, on juge pas. On ne juge pas au Québec. Chez les Canadiens français en général, on ne juge pas les gens. Alors, dans ce sens-là, on ne se mêle pas trop de la vie privée. On n'est pas porte-panier non plus. Je me souviens, quand on était à l'école, quand j'étais petit, on nous disait ça. Il ne faut pas être porte-panier, parler contre les autres ou dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Alors, c'est une question culturelle, alors que chez les anglophones, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus pur. Mais... puritain. Ou puritain, c'est ce que je veux dire. C'est le mot que je cherchais. Et dans ce sens-là, je pense que ça se retrouve tout simplement dans leur presse, qui est le témoin de la population qu'elle dessert. Moi, je n'accroche pas sur ces affaires-là, mais je suis très conscient que mes collègues anglophones accrochent beaucoup plus que nous et que les éditeurs des journaux, les éditeurs de la télévision aussi aiment ça. Au Québec, par contre, il y a un autre phénomène.
Si on ne le retrouve pas dans la presse écrite ou à la télévision, enfin, ça commence à la télévision, mais les lignes ouvertes de la radio, là, il y en a que c'est vraiment pas un cadeau. Il se dit à peu près n'importe quoi là-dessus. Surtout par les animateurs, je parle. Que les gens appellent et disent n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Mais les animateurs, c'est assez... ouais. Mais je me souviens quand même, et la presse, c'est aussi un pouvoir très important. Les médias d'information, c'est un pouvoir réel. Les politiciens, politiciennes, tant qu'à moi, c'est des petites marionnettes, des fois, à qui on fait faire toutes sortes de petites choses. Moi, je disais à M. Ryan, alors qu'il était chef du Parti libéral, qui était mon chef du Parti libéral, quand j'étais dans l'opposition à Québec, et qu'on débattait d'un dossier relativement chaud, qui était celui de Bécomo-Autrive, la fusion forcée. Et je disais à M. Ryan, j'ai dit, M. Ryan, il est toujours plus facile pour vous, quand vous étiez éditorialiste, de commenter une nouvelle que d'être celui qui fait la nouvelle. Et aujourd'hui que vous êtes chef du Parti libéral du Québec, vous devez faire la nouvelle. Et après, vous êtes jugé par les éditorialistes et tout ça dans votre comportement. Et M. Ryan, ça l'avait quand même saisi un peu. Parce qu'il n'était plus éditorialiste au devoir, il était maintenant chef du Parti libéral. Et chef d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir un jour. Tu sais. C'est bien beau l'opposition, là, mais faire des choses, c'est au pouvoir que tu es fait. Et M. Ryan, d'ailleurs, n'a jamais pu se rendre à se faire élire. D'ailleurs, il est parti en 83 et M. Bourassa est revenu. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant M. Ryan qui est le vrai chef du Parti libéral du Québec, même s'il n'est pas premier ministre, c'est lui qui exerce le pouvoir. Parce que M. Bourassa a pratiquement quitté la scène provinciale. Mais tout ça pour dire que les médias d'information ont une influence certaine dans le choix. Aux États-Unis, on a vu la campagne Clinton-Bush. On a vu la campagne de Turner en 88. J'ai fait campagne avec M. Turner en 88. On a vu la campagne de Turner en 84. Une petite tape sur une foufoune, et ça a fait les nouvelles épouvantables pendant combien de jours, tu sais? Alors qu'il y a des choses beaucoup plus déplorables que ça à relever. Mais ça, là, c'est une question d'éthique professionnelle aussi, qu'on doit retrouver chacun chez soi. Et moi, j'espère un jour que la presse, les médias d'information en général, vont faire cet examen de conscience-là aussi, parce qu'on nous demande à nous d'être parfaits, et ceux qui parlent de nous ont des imperfections. Ah oui, mais écoutez, je ne suis pas ici pour me faire le défenseur des médias. Il faut quand même reconnaître que leur rôle n'est pas le même. Moi, j'ai été élu par la population de mon comté. Oui. Le rédacteur en chef du journal de mon comté, il n'a pas été élu par personne, lui. C'est une entreprise qu'il a. Bien sûr qu'il doit agir en bonne conscience et en bonne foi et tout le reste. Mais il faut quand même pas dire que les deux rôles sont pareils. Des fois, mes électeurs me disent, comment se fait-il que vous devez faire telle chose? Ceux qui écrivent à propos de vous ne sont pas assujettis aux mêmes règles. Je dis, wow, une minute, c'est pas eux qui ont été élus, c'est moi. D'accord, ils doivent agir de bonne foi, mais quand même, il ne faut pas dire que les rôles sont identiques. Si on dit ça, je pense que ça serait charrier un peu. Moi, ça m'amuse parce que M. Baudrillard adore la presse parce qu'elle l'a beaucoup servi depuis 9 ans qu'il est dans l'opposition. Mais quand vous serez au pouvoir, si ça vous arrive, vous allez voir que vous allez parler différemment de la presse. Parce que je suis un peu d'accord avec M. Rochelot. L'un des problèmes, après, d'abord, je sais que nous ne sommes pas élus, mais nous avons une responsabilité, par exemple, vis-à-vis de nos lecteurs. Il y a des gens qui, tous les matins, prennent 50 sous, 60 sous pour acheter un journal et qui le croient. Il faut une confiance extraordinaire à l'écrit. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun système d'imputabilité. On peut, heureusement qu'on ne le fait pas, mais disons, à la limite, à moins qu'on ne tombe dans le libelle ou la diffamation, où là, il y a des lois précises pour éviter ça, mais on peut écrire n'importe quoi. Et finalement, on n'a pas d'imputabilité. Moi, ça m'arrive aussi. Et des fois, il y a des politiciens qui m'appellent et qui disent, franchement, là, pourquoi vous avez écrit ça, etc. Et il n'y a pas de système, effectivement. Donc, je pense que vous avez raison là-dessus. Il faut qu'il y ait un examen de conscience qui soit fait de la presse parce que, un peu comme les partis politiques, la presse a du pouvoir. Et la meilleure preuve de ça, c'est que les lobbyistes
ils n'essayent pas seulement d'influencer les partis politiques, ils veulent aussi influencer la presse, par exemple. On est soumis au même système d'influence et parfois de récompense que les politiciens, d'une certaine mesure. Ah, donc, les récompenses, vous avez vu ça dans votre cercle? Oui, mais il ne faudrait pas que vous terminiez en disant que la presse aussi est corrompue. Non. Voyons. C'était pour me demander si c'était le sujet de la prochaine émission. Ça pourrait très bien l'être. Je reviens, on approche la fin, M. Boudria. Je reviens à ma première question que je vous ai posée. Aviez-vous été désillusionné? Vous m'avez dit non, pas vraiment. Moi, je reviens à vos promesses, les fameuses promesses électorales. Vous en avez fait comme d'autres. À un moment donné, vos intentions, que je crois à la base foncièrement bonnes, vous n'avez probablement pas tout pu réaliser ce que vous aviez l'intention de faire. Et puis, je ne mets pas en doute votre foi, mais plutôt les empêchements, les choses qui vous ont empêché de les réaliser. Est-ce que ça vous a pas déçu et désillusionné? Dire, Colin, j'étais pourtant sincère, je voyais tout le système pour le faire, je peux pas. J'ai les pieds et poings liés. C'est sûr que je n'ai pas réalisé tout ce que j'aurais voulu faire et je ne peux pas prétendre que ce serait le cas. Toutefois, je suis peut-être d'une position un peu différente, là, ce qui explique peut-être pourquoi je suis moins désillusionné que d'autres. Et ça, c'est du fait que, comme j'ai toujours été à l'opposition dans ma carrière parlementaire, et au provincial et au fédéral, parce qu'on se souviendra que quand j'ai quitté Queen's Park pour me rendre à Ottawa, mon parti est au pouvoir et s'est fait battre. Et le parti qui était à l'opposition depuis 40 ans à Toronto s'est immédiatement fait élire. Hein? Sheila Copps et moi, on a vécu cette situation-là. D'accord. Toujours est-il que je n'ai pas siégé du côté ministériel jusqu'à date, excepté, bien sûr, que j'ai détenu le pouvoir, si on peut l'appeler ainsi, au niveau municipal. Oui. Mais quand même, je pense que j'ai accompli pas mal de choses et que je n'ai pas eu, jusqu'à date en tout cas, je n'ai pas eu à faire face à une situation par laquelle je disais, ben j'ai échoué, c'était épouvantable, je n'ai pas ressenti que j'avais fait la mauvaise chose ou que je n'ai pas réussi. Et dans les quelques fois où j'ai changé de position sur des grands dossiers, ça m'est arrivé sur quelques-uns, j'ai eu l'habitude de faire des déclarations et de les faire parvenir à tous les électeurs de ma circonscription. Avant tout, vous savez, c'est l'honnêteté et l'intégrité personnelle. Bon, si on est mal à l'aise avec ce qu'on fait, là, faisons-le pas. Bon, c'est ça, c'est bien. Faire autre chose. Monsieur Rochelot, vous, dans le passé, à regarder tout ça, là, je voudrais faire ça, je vous assure que je vais faire telle chose, et puis se rendre compte qu'on ne peut pas, à cause de la structure. Est-ce que c'est pas désillusionnant, ça? Bien, écoutez, la présidente du Parti libéral fédéral à Hull-Elmer déclarait la semaine passée que M. Rochelot était un candidat extraordinaire. On m'a demandé de commenter. J'ai dit, dans toute humilité, si elle le dit, ça doit être vrai. Mais moi, j'ai pu accomplir avec le conseil municipal de Hull, alors que j'étais maire et même avant quand j'étais conseiller, beaucoup de choses. À Québec, dans l'opposition, c'était deux formations politiques québécoises à l'intérieur d'une culture qui s'apparentait d'un coin à l'autre du Québec et où on avait quand même là, un plaisir politique à accomplir des choses. J'ai eu le pouvoir à Québec, où c'est que M. Bourassa et tout ça. J'ai vu au Conseil des ministres ce qui se passait. J'ai assisté, je veux dire, à l'accord du lac Meach à Québec et à son désaccord ici à Ottawa. Et j'en ai fait un constat, finalement. Et quand je dis que je ne suis plus marchand d'illusions, c'est qu'aujourd'hui, je véhicule davantage un élément de constat qui m'amène à dire que la situation qui perdure actuellement au Canada est inacceptable, que les payeurs de taxes et ceux qui entretiennent le gouvernement de par leurs impôts ne peuvent pas continuer comme ça. Et ce que je trouve un peu malheureux ici à Ottawa, nous étions les seuls au mois d'octobre qui avions raison quand on a passé à la Chambre des communes l'accord de Charlottetown. Tous les partis politiques, pour toutes sortes de raisons, ont voté pour. Les seuls qui avons voté contre, ce sont le Bloc québécois et quelques indépendants. D'ailleurs, la population a voté comme nous, à travers le Canada, non seulement au Québec. Bon. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait permettre davantage
cette liberté à l'élu. Et quand on aura compris que celui qui véhicule dans son comté respectif, dans sa collectivité, les sentiments, les perceptions, ce que les gens souhaitent et veulent avoir, et que ça sera davantage accepté dans une formation politique, bien, ça sera à ce moment-là beaucoup plus le vécu de l'ensemble de la population qui se traduira dans des projets de loi que des impositions de loi qui vont souvent à l'encontre des citoyens. D'accord. On va se quitter. Vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je veux dire que la réforme, Parti dans l'Ouest, a un bon projet, c'est-à-dire de donner aux électeurs d'un comté le pouvoir de renverser le député puis de le rappeler. C'est peut-être pas un mauvais système. Bon, alors, ce que je vois ici, c'est que quand même, il y a une majorité ici qui tend à croire qu'une certaine réforme s'imposerait pour préciser des choses, là, pour clarifier des choses, réforme pour ne pas dire même une révolution du système, tout simplement, d'effacer des choses puis en mettre des nouvelles, là, même peut-être en bloc plutôt que juste des petits amendements ici qui font juste alourdir l'affaire. Attention à propos d'aller trop vite avec les changements. On a vu, par exemple, l'accord de Charlottetown, quand on veut changer trop de choses à la fois. Ouais. Les gens sont à peu près unanimes à dire que personne n'en veut. D'ailleurs, la plus grande réforme que le Parlement canadien va connaître à la prochaine élection, ça va être une présence importante du Bloc québécois à Ottawa. Bon. C'est ça, c'est ce que nous verrons aux prochaines élections. Alors, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à nos invités, tous. On a bien apprécié votre présence. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Prise de parole. Au revoir.